Bienvenue à tout le monde. Mon nom est Nancy Burroughs. Je suis chargée de programme en éducation à la citoyenneté mondiale à l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et j'ai l'honneur d'animer cet atelier sur le milieu académique et la société civile. Pourquoi collaborer ensemble? Dans le fond, l'objectif de cette discussion-là, ce partage, cette heure, c'est de comprendre le besoin, l'importance et l'utilité de travailler en collaboration entre le milieu de la recherche, le milieu donc académique et la société civile. Et par société civile, on parle de groupes féministes, groupes communautaires, syndicats, groupes de la solidarité internationale, mouvements sociaux. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne, cette collaboration-là entre le milieu académique et les groupes de la société civile? Et pour ce faire, nous avons avec nous 3 panélistes. Il y avait un quatrième qui devait se joindre. Peut-être, Patrick, je vais juste demander que si M. Jean-Marc Fontan réussit à se brancher, si vous pouvez juste m'envoyer un petit message en privé, et que je le saurai d'ajouter. D'accord. Merci. Donc, on va commencer avec Josiane Maheu. Donc, la première présentation, fait qu'il va y avoir 3 ou 4 présentations et après ça, vraiment une période de questions-discussions donc, il va nous permettre d'approfondir le thème de l'atelier. Alors, Josiane Maheu est coordonnatrice de projet à Relais Femmes, qui est un organisme féministe de liaison et de transfert des connaissances. Et Josiane, je vais laisser la parole pour, on va dire, 9 minutes. Là, on va donner une couple de minutes de plus. C'est bon? Merci Nancy. Contente d'être avec vous ce midi. Donc, pourquoi collaborer ensemble? Grande et vaste question. Et je vais essayer d'être assez précise, puis j'ai hâte d'entendre les autres panélistes aussi. Premièrement, je dirais, un constat, c'est qu'on n'a pas le choix de collaborer ensemble, de travailler en partenariat pour faire face à la complexité des enjeux actuels, pour rester pertinente comme groupe de femmes, comme chercheuses universitaires, comme étudiantes, comme groupe communautaire. Il y a évidemment une foule d'avantages à travailler en partenariat, un peu le sens commun, ce qu'on connaît. Donc, que ce soit pour permettre de faire ce qu'on ne peut pas faire seul, pour s'alimenter, pour s'oxygéner, pour débattre, pour échanger, pour créer des interactions. La collaboration, ça sert à l'échange de savoir, d'expertise, à développer une expérience commune. C'est essentiel en termes de transfert, de transmission de connaissances au sein même d'une organisation, par exemple par Relais Femmes, mais aussi avec d'autres organisations, avec d'autres milieux. Donc, il y a des formes de collaboration qui sont diverses et variées. Bon, ça, on va en parler plus cet après-midi dans l'autre panel, mais au-delà des formes, donc une collaboration qui peut être soit ponctuelle pour une référence ou un échange particulier ou de façon plus concertée avec un objectif coordonné, le pourquoi collaborer, pourquoi se concerter, c'est, je dirais, différents volets à cette réflexion-là, en tout cas à relais de ma part. Premièrement, pour répondre à une problématique ou un besoin commun, pour mutualiser des ressources, pour formaliser, créer des liens qui soient plus serrés, qui soient plus formels. Donc, ça permet de collectiviser en quelque sorte des luttes, de mettre en place des stratégies qui vont être plus adaptées pour un projet de société commun et avoir des perspectives de complémentarité. Ça, c'est un premier aspect. Il y a toute la dimension sociétale, donc peu importe la nature de la collaboration, donc ça va répondre justement à ces besoins et à ces problématiques du milieu. Donc, il y a une utilité sociale à ça, mais il y a aussi toute la dimension organisationnelle. Donc, organiser une mobilisation des acteurs, des actrices engagés locaux, donc faire valoir les ressemblances, mais aussi les différences. Donc, il y a toute favoriser des nouveaux échanges, des nouvelles alliances, il y a toute cette phase-là. Et toute la question, je dirais, de la complémentarité, c'est-à-dire les collaborations entre universités et groupes de femmes, si on prend le cas de Relais, ça a une pertinence dans le sens où une chercheuse universitaire ou un groupe de chercheuses étudiantes universitaires qui va collaborer, travailler en partenariat étroitement avec des groupes de femmes, a plus de chances d'être groundé sur le terrain, d'être à l'affût des enjeux émergents, d'être plus pertinent dans ses angles de recherche, dans ses recommandations de recherche. Et inversement, le groupe de la pratique qui travaille aussi en partenariat va de son côté peut-être acquérir une certaine conceptualisation, une analyse, approfondir des aspects qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas cette collaboration-là
entre milieu universitaire, milieu de la pratique. Donc, c'est aussi cet aspect-là de complémentarité, d'expertise et de perspective et de point de vue, je trouve, qui est intéressant dans le pourquoi. Donc, ça, c'est le bout un petit peu plus, je dirais, rationnel. Si après ça, je rentre sur une piste au-delà de toutes ces raisons-là, de pourquoi c'est important, c'est utile de collaborer ensemble, je trouve que la dernière année de la pandémie nous a aussi mis dans la face, puis on se l'est beaucoup dit socialement, collectivement, que toutes les relations humaines, toutes les discussions de cadre de porte, tout l'informel a été mis à mal par la pandémie, puisqu'on est tous en télétravail, chacun chez nous. Et la collaboration, le pourquoi collaborer ensemble, c'est aussi et principalement, oui, ça répond à des enjeux sociaux, mais c'est aussi des rencontres humaines. C'est aussi nourrissant, c'est aussi significatif. Et souvent, de ma courte expérience dans les milieux féministes, je trouve que quand je regarde un peu dans le rétroviseur en arrière, ce qui reste des années plus tard de certains projets, au-delà, oui, des résultats de projet, c'est aussi les rencontres. Tu sais, je pense à Nancy, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble, parce que Nancy, pendant des années, a accompagné les bilans de relais. Donc, c'est la rencontre et c'est l'humain aussi qui est intéressant dans la collaboration, au-delà des résultats, au-delà de ce qu'on accomplit également. Puis ça, je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez, ou en tout cas, peut-être on sous-estime, je trouve, cet aspect-là, à quel point ça peut être un levier ou un moteur qui propulse, qui donne de l'énergie, de dire si on a du fun à travailler ensemble, si c'est agréable, si la notion de plaisir au travail pour s'engager, pour collaborer, c'est assez fondamental aussi. Donc, je trouve que c'est dans le pourquoi collaborer ensemble, oui, il y a des raisons plus rationnelles, mais aussi tout le bout humain qui est là. Si ça fit idéologiquement avec un partenaire, avec une personne, ça crée des conditions qui sont propices à l'innovation, à développer des nouvelles perspectives, à créer des nouveaux possibles. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, en conclusion, je ne sais pas, je suis rendue à combien de temps? Il me reste quelques minutes, peut-être? Oui, c'est correct. Ça va bien. Donc, pourquoi collaborer ensemble? Je dirais parce que ça amène donc des meilleures solutions qui sont plus complètes, plus holistiques, plus soucieuses de répondre aux besoins, parce que ça permet de confronter des idées pour les faire évoluer, parce que ça force à se décentrer aussi de sa posture initiale. Quand on a une certaine compréhension de la conception du monde, mais si on est challengé par d'autres postures, d'autres milieux, d'autres cultures organisationnelles, bien, ça nous force aussi à évoluer comme individu, comme professionnel, mais comme organisation aussi. Parce que les solutions pensées en groupe vont être plus riches, plus complètes, parce que c'est profondément humain, ce besoin de relations que permet aussi de combler le partenariat et la collaboration. Et je dirais, autre aspect, la recherche en collaboration aussi, ce que je trouve que ça permet de faire, c'est que ça transforme donc le regard, la posture, oui, des groupes, oui, des chercheuses universitaires, mais aussi des étudiantes. Et ça, dans les dernières années, nous, on l'a entendu à relais de certaines étudiantes avec qui on a travaillé dans certains partenariats qui disaient d'être une étudiante formée dans des partenariats de recherche au début de leur carrière aura inexorablement un impact sur la façon qu'elles feront de la recherche, sur leur façon de s'engager comme chercheurs, sur leur posture qui n'est pas neutre. Être chercheur, c'est tout sauf être neutre, c'est prendre parti, c'est choisir des sujets de recherche, c'est choisir des partenaires et tout. Donc, ça, c'est intéressant aussi, le pourquoi collaborer ensemble, lorsqu'on réussit à déconstruire un peu le moule universitaire pour amener certaines étudiantes dans une dynamique partenariale beaucoup plus organique ou intégrée ou proche de certains enjeux du terrain. Ça a un impact aussi sur les parcours et les carrières de ces étudiantes-là. Et ça, nous, on l'a entendu dans les dernières années de la part de certaines étudiantes. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Il resterait une minute. Une minute, parfait. Il me reste quelques lignes. Donc, en conclusion, collaborer, je dirais, c'est, oui, un ingrédient fondamental pour un rebrassage d'idées, pour innover. Tu sais, je trouve que l'enjeu d'innovation sociale, de se dire, ben oui, tu peux être dans ton bureau à réfléchir et tout, mais l'explosion ou l'étincelle, d'un fois, se réalise au contact de certaines idées. Donc, ça, c'est intéressant pour que la société puisse évoluer, apprendre et pas faire du surplace. Donc, voilà en quelques mots mes petites idées sur le pourquoi, finalement, c'est important de collaborer ensemble. Merci. Merci beaucoup, Josiane.
Nous poursuivons donc les présentations sur le pourquoi collaborer ensemble dans le milieu académique et la société civile avec M. Jean-Marc Fontan, qui est professeur au département de sociologie à l'UQAM et spécialiste de la recherche partenariale. Alors, je vais vous donner le crachoir, comme on dit. Merci beaucoup pour cette présentation puis de participer à cette rencontre. Donc, Josiane l'a bien indiqué, le pourquoi il est évident, il est intéressant, mais on peut aussi se demander un pourquoi plus fondamental, c'est-à-dire à quoi servirait donc cette collaboration avec la société civile. Je travaille historiquement en recherche partenariale au sein d'un centre de recherche qui est le CRIS, donc Centre de recherche sur les innovations sociales, un autre sur la philanthropie subventionnaire. Et à travers le temps, j'ai été amené à travailler beaucoup avec des acteurs et à les voir comme des acteurs de changement, c'est-à-dire les accompagner dans du travail pour qu'eux puissent être des acteurs de changement. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on a joué un rôle important, on a aidé, on a été facilitateur, mais qu'en retour, il y avait aussi un regard à porter sur nos propres transformations, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aussi mieux s'équiper, mieux se doter institutionnellement pour devenir un acteur à part entière autour des grands enjeux sociétaux. C'est certain qu'on est un acteur de formation, un producteur de connaissances, mais on a aussi un rôle à jouer en tant qu'acteur social dans la définition de la société à venir. Et c'est d'autant plus important, non seulement la pandémie a exacerbé les choses, mais c'est d'autant plus important que les inégalités ne cessent de s'accroître, donc une répartition inégale de la richesse, donc un enjeu central autour de la justice sociale, mais il y a aussi un autre enjeu qui s'est rajouté, qui est autour de la justice environnementale, donc toute la question de la crise climatique et de la biodiversité et de la dégradation des environnements écologiques. Donc, autour de ces deux enjeux, on a un rôle et une fonction à jouer. Et mon regard, donc, autour de cette collaboration entre le milieu de la société civile et nous, c'est une collaboration qui, je dirais, l'angle que je prends, c'est plus de venir nous questionner et nous demander comment êtes-vous capable, en tant qu'universitaire et en tant que scientifique, de changer votre regard, votre approche pour pouvoir nous aider, les acteurs du changement progressiste, à mieux travailler. Et donc, on devient une espèce de mouvement avec différentes parties prenantes pour travailler ce changement. C'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est quelque chose qui est historique. La science et les universités ont toujours été en lien avec la société, avec les grands changements. La science et l'université ont accompagné la réforme qui s'est faite à la Renaissance, donc pour passer vers quelque chose qui nous permettait théoriquement de sortir du Moyen Âge et d'amener la rationalité à l'avant-plan et les connaissances comme étant un outil extrêmement important pour le développement. Mais en faisant ça, ce que la science et l'université ont fait, c'est qu'elles sont devenues mandarines des grands pouvoirs religieux d'un côté, politiques de l'autre, avec les royautés. Et finalement, on a délaissé notre attachement aux politiques et à la religion pour devenir rattaché à l'économie. Et à partir du 19e siècle, on est devenu un peu les laquais de la grande théorie du développement et donc de la grande configuration développementale qui s'est faite à l'échelle planétaire. Et là, la science devait être l'outil pour pouvoir faciliter le bonheur collectif de l'ensemble de l'humanité. Comment? En facilitant le doux commerce et en développant des technologies de plus en plus sophistiquées, technologies sociales ou technologies plus matérielles. Donc, la science et l'université ont été, si on veut, les outils centraux pour le développementalisme. Et aujourd'hui, face à ces deux grands enjeux que sont la question des inégalités et la question de l'environnement, là, on n'a pas d'autre choix que de se dire « enough is enough », ça suffit. Et qu'on ne peut plus garder, si on veut, cette posture pro-développementaliste. Et il nous faut, à ce moment-là, travailler au développement d'une nouvelle posture que j'appellerais plus évolutionnelle, c'est-à-dire qui est basée plus sur l'évolution au sens naturel du terme. Et pour arriver dans cette configuration-là, on doit se questionner sur nos propres modes de fonctionnement. C'est certain que quand on fait de la recherche partenariale, puis j'ai vu Isabelle Eck qui est présente ici avec Parole d'exclus, là, on est beaucoup sur le terrain, mais c'est la minorité des chercheurs qui sont dans ces postures-là. La majorité sont dans des postures très distantes,
objective, on produit des connaissances, puis on n'essaye pas trop de déranger le système qui est en place. La posture qui est plus intéressante à adopter, c'est celle de se questionner sur comment est-ce qu'on va travailler les questions des inégalités à l'intérieur même de l'université, comment est-ce qu'on va travailler la question de notre empreinte environnementale à l'intérieur même de l'université, à la fois comme institution, mais aussi à la fois comme espace de formation et espace de recherche pour pouvoir alimenter le développement d'une nouvelle, on pourrait dire, épistémée et grande posture théorique et culturelle pour guider le vivre ensemble. Alors, la définition de cette grande posture, bien, ça repose sur des nouvelles orientations culturelles et je pense que l'université et la science ont un rôle à jouer dans la définition de ces grandes orientations culturelles. Avec Ron Wiskley, on a dessiné un petit peu les contours d'un positionnement pédagogique autour de la définition de ce qu'on appelle le manifeste de l'éveil, qui est un peu un guide de route pour pouvoir identifier les conditions clés gagnantes pour définir un nouveau récit et définir aussi un nouvel horizon qui serait fondé sur la mise en commun des ressources, évidemment une grande collaboration entre les différents acteurs, mais pas seulement à l'échelle nationale, et aussi à l'échelle internationale. Donc, beaucoup de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité, pour qu'on puisse bien travailler ensemble l'ensemble des enjeux qui se présentent. Et ça, c'est très questionnant parce que travailler avec des savoirs qui sont pluriels, ben, ça demande aussi une écoute qui est plurielle et qui est capable d'intégrer si on veut, les avantages et les désavantages des propositions qui sont faites. Quand on travaille avec les Premières Nations et qu'ils nous remettent en question sur notre posture coloniale, bien, on a bien beau dire oui, on veut être dans la réconciliation, ça n'empêche pas la posture coloniale. Il faut donc que nous-mêmes, après, à l'intérieur de notre institution, on pose les jalons pour faire en sorte qu'on devienne décolonisé, qu'on devienne aussi dépatriarcalisé. Vous voyez, tous ces éléments qui représentent des grands rapports sociaux, des grandes fractures, mais il faut qu'on puisse les travailler de l'intérieur pour les décomposer et permettre une reconstruction des relations, des rapports sociaux, des transactions sociales. Alors ça, ce travail, il est à faire. M. Fontaine. Parfait. Ce travail, il est à faire. Et pour le faire, ben, il y a des pistes. Et une des pistes, c'est de travailler dans la science que j'appelle lente, c'est-à-dire qui prend le temps de bien se poser des questions sur à quoi, pourquoi, vers quoi, avec qui, quelle incidence, quel impact. Donc, réellement, un travail de fond au début. Et après, une fois que les connaissances sont produites, un travail très important pour faire sauter les plafonds de verre qui existent au niveau des connaissances, pour permettre à ces connaissances de pouvoir se diffuser à l'intérieur des différents milieux. Sinon, ben, on a des grandes bibliothèques de savoir qui sont là, on a des bonnes idées, mais elles restent encarcanées, elles ne peuvent pas circuler et permettre un renouvellement, si on veut, de la facture sociale. Alors, je terminerai avec cette petite idée de dépasser le plafond de verre. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à notre troisième intervenante. C'est Stéphanie Gaudet, qui est directrice du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté mondiale et les minorités, le CSM, et professeure de sociologie à l'Université d'Ottawa. Stéphanie. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai un petit PowerPoint. Est-ce que Nancy, vous voyez bien? C'est bon? Alors, moi, je suis désolée, je vais avoir l'air un peu fade après la présentation de M. Fontan. Donc, je vais vous parler je vais essayer de répondre à la question pourquoi collaborer ensemble. Puis je vais parler de mon point de vue d'une chercheure qui fait un projet de recherche collaborative sur les expériences d'éducation citoyenne portées par des organisations de la citoyenneté civile au Québec qui travaillent auprès des jeunes. Donc, je vais reprendre un terme justement de M. Fontan pour pour parler de cette recherche, parce qu'il y a plusieurs types de recherche collaborative partenariale. Monsieur Fontan et Mme Marguerite Soulière utilisent le terme de recherche avec. J'aime beaucoup ce terme parce que ça implique toutes sortes de façons de travailler ensemble. Mais pourquoi travailler ensemble? Je dirais que, premièrement,
c'est pour améliorer notre connaissance scientifique du monde. Et pour améliorer cette connaissance-là, ben, on n'a pas le choix de reconnaître que la connaissance scientifique repose sur une recherche complexe de vérité plurielle qui intègre différents savoirs, des savoirs expérientiels, des savoirs pratiques, et on ne peut pas, à mon avis, produire de la connaissance scientifique si on ne tient pas compte de ces savoirs-là. Donc ça, c'est ma première réponse à pourquoi collaborer avec des partenaires de la société civile. Donc, je tiens à le ressouligner, ce n'est pas nouveau, la recherche collaborative. On peut, notamment en Amérique du Nord, souligner l'importance de la recherche de la perspective pragmatiste de Dewey, qui reconnaît l'importance de l'expérience d'éducation informelle, c'est-à-dire au sein de la société civile, comme expérience essentielle pour apprendre à faire de la démocratie. Donc, pour Dewey, la démocratie s'apprend en faisant, à travers l'expérimentation. Et il me semble que quand on travaille sur la démocratie, moi je travaille notamment sur la démocratie, la participation citoyenne, je n'ai pas le choix, pour être pertinente, de travailler avec les organisations qui permettent cette expérimentation-là essentielle au processus démocratique. Alors, je change de diapo. Donc, je vais vous parler de ma perspective de personnel, de chercheur, parce que je pense que chaque chercheur a une perspective différente de la recherche partenariale. Je tiens à souligner que nous sommes toujours une minorité à faire de la recherche partenariale. Le système universitaire actuel ne favorise pas la recherche partenariale puisque c'est une recherche qui prend du temps. Et dans le système actuel, quand on est un jeune chercheur, puis que l'on est évalué en fonction de la quantité de productivité d'articles scientifiques, bien, c'est sûr que ce n'est pas très stratégique de faire de la recherche partenariale en début de carrière. Et c'est très dommage, puisque là, on voit à quel point les universités, finalement, ne répondent pas à un de leurs rôles sociaux, qui est d'être un acteur de la société civile, justement. Donc, moi, mon approche, c'est celle de la sociologie publique. Donc, je vois mon rôle comme un pont, c'est-à-dire un pont entre la société civile, le milieu des savoirs et le milieu aussi politique. Mon rôle, c'est d'établir une relation dialogique entre des groupes qui n'ont peut-être pas les mêmes intérêts. Donc, moi, quand je travaille avec des organisations de la société civile, ils ont leurs intérêts propres. Je pense qu'actuellement, par exemple, au Canada, au Québec, les organisations sont dans des logiques de reddition de comptes très, très, très importantes. Et cette logique-là, finalement, les amène beaucoup à travailler avec des chercheurs parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens pour faire l'évaluation de programmes, pour les aider à faire des bilans, etc. Mais moi, je ne vois pas mon rôle de chercheur comme ça. Moi, mon intérêt en tant qu'acteur, ce n'est pas celui de faire de la reddition de comptes ou de faire de l'évaluation de programmes, mais je comprends les besoins des organisations de la société civile. Donc, moi, je réponds aussi à des intérêts de recherche théorique, des intérêts de justice, d'inclusion. Alors, je dois faire un compromis finalement entre les intérêts de chacun et je vois mon rôle un peu comme ça en termes de recherche collaborative. Je vais vous parler un petit peu de la recherche sur laquelle je travaille présentement, qui s'appelle une recherche sur l'éducation à la citoyenneté démocratique en milieu communautaire et associatif. J'ai mis le site web et si vous voulez accéder aux publications que l'on a faites, aux vidéos, aux documentaires, vous pouvez y accéder. Donc, dans cette recherche collaborative-là, avant
de préparer ce projet de recherche soumis à des organismes subventionnaires, il y a eu un long processus consultatif, donc auprès de différents acteurs de la société civile, des universités, des jeunes, pour savoir quels étaient leurs intérêts, quelles étaient selon eux les qualités citoyennes. Et on a identifié des besoins, on a organisé un symposium autour de ces besoins-là, on a transmis les données de notre consultation, puis on a fait des World Café dirigés par l'INM, l'Institut du Nouveau Monde. Et à la suite de ce symposium, on en est venu avec un projet de recherche. Donc, on a eu 6 projets de recherche qui ont été proposés. J'en ai tricoté un avec ce qui avait été soumis et on a fait ce projet de 6 observations ethnographiques d'organismes communautaires qui permettent aux jeunes, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, d'expérimenter la citoyenneté démocratique. Donc, Stéphanie, il reste 1 minute juste pour... Parfait. Donc, tout pour dire, c'est que dans ce projet-là, on reconnaît les savoirs des autres. Pour nous, c'est essentiel. Ça repose, le mode de production de connaissances repose évidemment sur des critères de validité scientifique, mais ceci n'est pas opposé aux connaissances issues des milieux, des individus eux-mêmes, des experts de leur vécu. Mais malgré cette reconnaissance, la recherche collaborative pose parfois des épreuves parce que tous n'ont pas les mêmes imputabilités, les mêmes responsabilités dans la production de connaissances, par exemple. Donc, le chercheur, souvent, il se retrouve à produire le document en collaboration, mais les responsabilités, souvent, ne sont pas les mêmes, même si les savoirs sont tout aussi importants. Donc, pour finir, pourquoi collaborer? Bien, c'est pour informer la société civile des différentes réalités sociales possible. Moi, je me vois mon rôle comme ça. Je ne suis pas là pour donner des réponses. Je suis là pour comprendre les réponses de la société civile et pour faciliter cette identification des possibles-là. Mon rôle, c'est de soutenir un débat démocratique informé, c'est de faire le pont entre les savoirs savants et les savoirs du monde. Et évidemment, ça implique aussi un regard critique sur l'institut universitaire, puisque cette institution, qui est l'université, ne reconnaît pas souvent les autres types de savoirs. Alors, voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. Et le dernier panéliste, mais non le moindre, c'est Stéphane Dubé, qui est responsable des liens avec les milieux académiques et de la recherche à l'Institut du Nouveau Monde. Donc, merci. Donc, oui, moi, je vais vous présenter le point de vue d'un organisme qui est engagé dans les relations partenariales. Je travaille particulièrement avec Stéphanie Godet, mais d'autres organismes de recherche et individus là, qui sont impliqués dans ce domaine-là. Et du point de vue d'un organisme qui vise, dans le fond, un changement social, la recherche, et elle est vue comme étant une inspiration, mais c'est périphérique à notre travail. Notre travail, nous, c'est on a un enjeu, on veut travailler sur cet enjeu-là, on imagine des programmes, on va chercher des financements, on rencontre des problèmes, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut. Et là, on prend des fois des petits reculs, mais on est très tourné vers notre programme, notre clientèle et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer tout ça. Et là, les chercheurs nous disent, ben oui, vous pourriez utiliser ça, il y a telle théorie ou telle, j'ai vu ça de telle manière. Ouais, en quoi ça m'aide? Non, je n'en ai pas sûr. Et donc, l'idée de s'engager dans une recherche partenariale, c'est de pouvoir construire cette relation-là qui fait qu'on vit un peu dans deux mondes. Hein? La recherche a son rythme de recherche, ses préoccupations, ses exigences, comme vient de parler Stéphanie. Et nous, on a nos propres exigences, nos bailleurs de fonds, notre réalité. Donc, et la réalité du praticien, là, pour les chercheurs qui nous écoutent, là, nous, on est orienté vers les résultats. On maîtrise un processus, on essaie de le faire, puis notre motivation, c'est l'impact sur les résultats. La motivation n'est pas de comprendre, oui, mais si la comprendre est plus l'instrument qui nous mène à amener un impact. Donc, les gens qui sont autour de la table, c'est que quand on se parle, il faut trouver le point commun entre les deux. Et le point commun entre les deux, où j'ai fini par le trouver moi-même et le partager à mes collègues, c'est on rencontre des difficultés. Souvent, ce sont les mêmes difficultés. Écoutez, les chercheurs, des fois, ils ont quelque chose à nous dire, puis il faut être capable de le travailler ensemble. Alors, l'idée, c'est d'être capable, demain, comme disait chez Josiane, je pense, disait tantôt, là, on prend un recul.
et c'est d'obtenir un regard critique sur ce qu'on fait. Et donc, la recherche partenariale rentre là-dedans. Là. Il faut réussir à arrimer les rythmes de travail, de recherche, arrimer nos travaux et arrimer la recherche. Et pour réussir à prendre ce recul-là, donc, il faut sortir du programme, il faut sortir du résultat pour dire, ben, c'est quoi mon fondamental? Moi, je vais améliorer les compétences citoyennes. Okay? Quelles compétences? Qu'est-ce qui fait que ça change? Pas le programme travaille sur quoi? Donc, il faut décortiquer là, et trouver le lien, là, comme les deux parties du cerveau. Il faut trouver un corps calleux pour être capable de créer la communication entre les deux parties. Donc, là où ça va, donc j'ai parlé de comment on le travaillait, mais il ne faut pas. On n'est pas dans l'évaluation d'impact. Hein? On n'est pas dans. Ça va être le premier réflexe des organismes, de vouloir mesurer l'impact. Donc, une recherche, voir si ce que je fais est bien ou non. Et donc, les résultats de recherche, c'est les critiques par rapport à ce qu'on fait. Bien là, ouf, c'est challengeant, on n'est pas content, on voudrait avoir quelque chose qui vient dire qu'on est bon, parce que le bailleur de fonds, lui, va le voir. Hein. Ouais, vous êtes critiqué par les chercheurs, vous n'êtes pas très bon là-dessus, vous devriez vous améliorer. Oui, mais c'est de la recherche, pas un rapport à d'évaluation sur ce que je fais. Alors, ça aussi, ça amène des contextes particuliers au partenariat, mais il faut dépasser ça pour être capable de dire, bien, non, nous, on s'engage dans une réflexion critique, on travaille avec les chercheurs, on soumet nos données pour être capable d'aller plus loin, justement. Et c'est cette innovation-là qui peut venir justement de l'inspiration avec les chercheurs qui devient un élément super important. Donc, à la fois, Stéphanie a parlé de la posture du chercheur, autant il y a aussi le praticien qui doit adopter une posture qui est nécessaire à la collaboration. Il y aura une session sur le comment après, mais je peux quand même mentionner qu'il faut trouver un comment, il faut trouver une façon de travailler ensemble. Ça prend du temps pour les chercheurs, mais ça prend aussi du temps pour les organismes qui, eux, n'ont pas de financement habituellement pour travailler sur des projets de recherche, mais les bailleurs de fonds, ils ne sont pas intéressés non plus à ce que la plupart, on travaille avec. Parce qu'ils veulent des résultats. Ils donnent des subventions pour qu'on atteigne nos objectifs, pas pour qu'on réfléchisse dessus. Et ça peut être long, justement, puis là, vu qu'on n'est pas capable d'expliquer tout ça, c'est difficile. Donc, c'est un peu je dirais, à la fois les avantages, mais aussi les défis, les challenges qu'on vit en tant que praticien, mais tous les bénéfices qui vont venir avec. Mais il faut vraiment le voir sur du long terme, avoir la bonne posture, se trouver les bonnes méthodes de travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. J'avais juste un flash tantôt. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche? J'avais un flash tantôt quand tu parlais de la pression pour les résultats et tout ça. Nous, du point de vue des organismes de coopération internationale, mais c'est le même pour d'autres groupes communautaires, nous, on a commencé, quand on parle de l'évaluation, on essaie de distinguer évaluation et reddition de compte et de parler en termes de SEER, suivi, évaluation, apprentissage et c'est pas redevabilité, qui n'est pas la même chose que reddition de compte, mais tout le bout qui est comment la recherche et les réflexions sur nos pratiques peuvent nous aider à apprendre et que l'objectif n'est pas la reddition de compte, mais l'apprentissage pour l'amélioration de nos pratiques et comment la recherche, le milieu académique peut contribuer à ça. Bref, c'est un sujet qui me passionne, mais là, je vais laisser la parole aux personnes. Donc, posez des questions dans le chat, dans le clavardage, si vous avez, ou si vous avez une question, on est quand même un groupe qui n'est pas trop grand, vous pouvez aussi aller dans réaction en bas de votre écran et lever la main ou raise hand selon la langue de votre Zoom si vous avez une question de relance donc à nos panélistes. Sinon, j'en ai, mais je vais quand même laisser la parole à vous. Est-ce qu'il y en a qui se lancent? Mélanie Champoux. Oui, bonjour, merci. En fait, j'ai une grosse question à vous trois, à vous quatre. Est-ce que vous faites l'accompagnement à l'université, dans des universités? Parce que moi, je suis face à un immense défi. Je travaille à l'Université de Sherbrooke pour le CUF, le Centre universitaire de formation en environnement et développement durable. J'ai terminé ma maîtrise en environnement là-bas l'an dernier et je suis embauchée pour un contrat d'innovation pédagogique qui a amené beaucoup de réflexions accompagnées par mon essai de maîtrise. Et la direction est très ouverte, très intéressée à
améliorer beaucoup les pratiques et à sortir de l'utilitarisme. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là dans la salle. En tout cas, je parle en toute transparence et les questions de décolonisation nous habitent, mais il y a tellement de verrous, c'est tellement compliqué. Et en fait, on voudrait travailler sur un projet pour améliorer la formation dans le sens d'une formation d'acteurs de changement, mais qui soit critique, qui soit engagé envers la justice sociale, la justice environnementale, qui soit décolonisé, qui soit interdisciplinaire, transdisciplinaire. Donc, ça nous amène à réfléchir à des projets interfacultaires, mais aussi interuniversitaires. C'est extrêmement complexe. Moi, je ne connais pas toute la poutine administrative. Je suis accompagnée d'une directrice qui en connaît un petit peu plus. Donc, en fait, on voudrait pouvoir s'arrimer peut-être avec des chercheurs, des collaborateurs de plusieurs universités pour nous engager dans ce projet assez ambitieux. Merci. Mélanie, avant de relancer les panélistes, je vais juste dire qu'à la fin, je crois que c'est Cal qui, à la fin de cet atelier, va mettre dans le clavardage le lien vers nos fameux Framapads pour le symposium. Il y a 2 babillards, je vais déjà faire la publicité, il y a 2 babillards virtuels pour le symposium. Le premier, c'est vraiment un partage de ressources, de réflexion. Et le deuxième, c'est des idées, actions, projets, suites et tout ça. Et Mélanie, je t'inviterai à les mettre sur le deuxième, l'idée de, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de ou qui ont déjà, tu sais, comme des choses qui, s'il y a de l'ouverture vers la recherche de partenariat, puis de mettre tes coordonnées, c'est vraiment l'objectif de ce deuxième, c'est de faire du réseautage qu'on peut souvent faire dans des symposiums et des conférences quand on est physiquement ensemble, mais que c'est beaucoup plus difficile. Fait que juste pour dire, tantôt, ça va être mis dans le lien, ce qui n'empêche pas du tout à ce que les panélistes répondent à ton questionnement, mais pour le partage de ce projet-là, c'est vraiment un des objectifs de l'atelier et du symposium, là, de nous permettre de faire des liens réseautage. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, Nathalie, donc, je vais prendre un peu de questions. Peut-être je vais prendre on répond tout de suite? Ou? Oui, Nathalie dit oui. Nathalie va attendre. Parfait. Alors, si vous voulez vous lancer dans la réponse, oui, Jean-Marc. Oui. Donc, quand vous avez commencé, Mélanie, au niveau de la question, vous avez parlé d'accompagnement. Donc, je pensais que c'était un accompagnement en recherche. Donc, je vais commencer la réponse par l'accompagnement en recherche. Oui, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Malheureusement, il y a peu de dispositions qui sont prises par les universités pour nous permettre de nous impliquer sur du long terme avec des organisations sur le terrain, comme par exemple de faire un suivi dans la recherche. Donc, il faut soi-même aménager son temps de recherche pour faire en sorte que l'on puisse composer avec ce temps supplémentaire qu'il faut accorder à des organisations quand on a fait la recherche, de pouvoir suivre avec elles pour qu'elles puissent bien s'approprier les résultats. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est quand vous avez spécifié que c'était plus autour de la formation et donc de développer une formation comme acteur de changement critique. Là, une expérience qui me vient en tête, c'est celle du département qui a été mis sur pied à l'Université Saint-Paul, donc à Ottawa, qui développe sur l'innovation sociale un programme où il y a une interface qui est très forte avec le terrain. Donc là, il y a une espèce de collaboration forte avec un projet de société, une vision très critique. Alors ça, c'est un des modèles qui existe. Un autre modèle, c'est, comme vous l'avez mentionné, à l'intérieur de l'université, de construire un curriculum, ça peut être un cours ou un programme qui permet de jumeler ou de mettre ensemble différentes ressources professorales de l'université ou d'autres universités. À l'UQAM, on a l'Institut des sciences de l'environnement qui fonctionne un peu, ce n'est pas un département, mais qui cumule des ressources de différentes universités. Puis là, ils ont un ensemble de cours qui est construit. Donc, ça peut être, vous voyez, ces différents modèles peuvent être des pistes intéressantes. Ce que vous amenez, c'est quand même d'aller un petit peu plus loin dans toute cette dimension très critique qu'il peut y avoir et d'acteurs de changement, donc de pouvoir travailler sur des projets. Alors, je pense que si vous pouvez combiner des éléments d'information qui peuvent venir de ces différents programmes et après s'asseoir avec l'université, parce qu'un élément clé, ça va être, est-ce que l'université va être capable de dégager les ressources pour pouvoir faire en sorte que les personnes, ou reconnaître le travail qui va être fait par les personnes qui vont être impliquées dans ces programmes-là. Donc, en termes de dégrèvement ou en termes d'aménagement de la tâche, là, pour faciliter, si on veut, la réalisation, parce qu'on a à l'université une tâche qui est lourde parce qu'elle est fragmentée dans différentes composantes. Alors, voilà des éléments de réponse. Et peut-être pour, si tu me permets, Nancy, une petite minute pour rebondir sur ce que Jean-Marc dit.
en termes d'accompagnement, justement, dégrèvement ou de faire de la place ou de l'espace pour ce genre de collaboration-là. Bon, il y a Eve-Marie qui est au protocole l'UQAM Relais Femmes, qui travaille au service aux collectivités de l'UQAM et tout, donc qui est un modèle sur lequel, en fait, intéressant, qui existe à l'UQAM, mais sur lequel d'autres universités commencent à essayer de faire de la place, notamment là, à Relais Femmes, puis on pourra s'en reparler, mais dans les dernières années, il y a eu un projet Nouvelle Alliance, notamment avec l'Université de Sherbrooke et aussi avec l'Université Laval, où il y a eu cette volonté-là de créer de l'espace, de systématiser, en fait, de formaliser des espaces collaboratifs entre les milieux universitaires puis les groupes de femmes, les groupes communautaires, pour favoriser cette collaboration-là. Donc, c'est des projets, c'est des espaces qui sont en train de se mettre en œuvre. Peut-être qu'Eve-Marie pourra en reparler plus longuement cet après-midi ou sur d'autres sujets, mais donc, il y a des choses qui tentent de se formaliser pour créer des espaces collaboratifs là, entre les différentes cultures organisationnelles. Voilà. Merci. On va aller avec une autre question, puis Stéphanie puis Stéphane, vous pourrez aussi revenir. Là, je vais vous relancer la parole après. Nathalie Pedro, oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes les présentations. C'était vraiment le fun. Je me demandais justement, je fais un peu du pouce, mais c'est un peu différent. Vous avez un peu répondu, mais sur la formation des personnes en général, puis à l'université notamment. On a vu, par exemple, au Portugal, où vraiment, ils ont vraiment instauré l'éducation à la citoyenneté mondiale de façon pluridisciplinaire en donnant toute l'indépendance aux établissements scolaires de le mettre en place, mais ils ont fourni énormément des lignes directrices d'abord, de la documentation, beaucoup de supports qui sont créés en permanence, des institutions qui ont été créées pour soutenir tout ce transfert d'informations, mais avant tout, donc, ils ont formé tous les professeurs pour pouvoir être créatifs, mettre en place toute cette éducation, puis à l'intérieur des programmes aussi, c'est-à-dire que c'était pluridisciplinaire, donc pour éviter le phénomène de silo. Donc là, j'ai entendu Josiane qui a parlé de partenariat, donc ça, je trouve que c'est vraiment la bonne voie. Puis pareil, comme on a des gens qui représentent les universités, je me demandais, est-ce que nos professeurs, est-ce que c'est inclus maintenant dans les... on parle de créer des formations, mais est-ce que maintenant, comment on fait pour percer? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est des problèmes financiers? C'est un peu large, hein, je sais. Je me dis comment on fait pour qu'on ait des acteurs de changement dans nos écoles pour former nos futurs citoyens. Merci. Stéphanie, qu'on réponde tout de suite? Oui, tout à fait, tout à fait. Bien, je voulais savoir, est-ce qu'on parle des professeurs dans les écoles primaires, secondaires ou à l'université? En général, en général. Dites-moi, parce que je crois qu'au Québec, on part de loin, on n'a pas grand-chose actuellement. Ben non, c'est ça, mais parce que ce sont tellement des milieux organisationnels tellement différents. Mais je pense, en tout cas, au niveau des écoles, moi, ce que je peux voir avec ce que j'observe sur le terrain, c'est que c'est très difficile d'intégrer les écoles. C'est très difficile le milieu. Moi, je suis hors faculté d'éducation, mais je travaille sur l'éducation informelle et c'est extrêmement difficile d'entrer dans ce milieu qui est assez cloisonné à la fois à l'intérieur de l'université. Je peux même donner un exemple. La sociologie de l'éducation, jadis, était au département de sociologie. Maintenant, elle est dans la faculté d'éducation et les sociologues de l'éducation ne parlent pas nécessairement aux sociologues généralistes. Alors, c'est un milieu très clos. La bureaucratie scolaire est très difficile et de là l'importance d'avoir des organismes communautaires, je pense, qui soutiennent les écoles pour faire ce changement parce que, en tout cas, je vais parler du Québec. Je pense que les écoles ont peu de ressources quand même. Il y a eu un désinvestissement dans le milieu scolaire. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas là pour blâmer non plus les écoles. Je pense que c'est un choix de société. On a désinvesti l'éducation et on récolte ce que l'on sème finalement. Puis,
au milieu des enseignants universitaires, comment les aider à intégrer la recherche partenariale? Ben, c'est en soutenant le travail et actuellement, les universités répondent à des logiques économiques, disons, néolibérales, de clientélisme, qui sont difficiles à articuler avec le rythme lent de la recherche collaborative, puisque on le sait aussi en éducation, puis on en parle souvent avec Stéphane, comment évaluer l'éducation informelle? Comment dire à quelqu'un, hey, voici, là, j'ai eu un impact, ça vaut la peine ce que je fais. C'est très, très, très difficile parce que c'est très diffus. C'est comme un principe que l'on doit accepter un petit peu à l'aveugle que éduquer à la délibération, à la citoyenneté démocratique, aux différentes injustices. Il faut accepter que c'est non négociable dans la culture démocratique. C'est presque, tu sais, c'est difficile de commencer à faire des évaluations. Regardez mon programme d'éducation citoyenne, ben, elle a eu tel impact l'année dernière auprès des jeunes de 5. Puis, tu sais, à l'université, on est dans une logique comme ça aussi, la même que dans les organismes communautaires de reddition de comptes d'une certaine façon. Puis c'est ça qui rend difficile, je trouve, la recherche partenariale, mais en tout cas, je réponds vaguement, là, mais... Puis je vois que juste Stéphane, avant de te redonner la parole, je pense qu'il y a aussi toute cette question-là de comment la réflexion sur nos pratiques du point de vue des groupes de la société civile ou des groupes communautaires, comment ce qu'on vit, c'est la transformation sociale, mais comment tu démontres l'impact de la transformation? Comment tu démontres l'impact de tes activités sur la transformation sociale dans une perspective de, justement, gestion axée sur les résultats et d'être obligé de dire, là, tant de personnes ont assisté, mais tant de personnes ont assisté à qu'est-ce qu'ils ont appris, puis bon, c'est quoi le type d'action de 1 heure versus former du monde pendant 1 an sur quelque chose, des projets, en tout cas, c'est très difficile, puis je pense qu'il y a une possibilité là-dessus. Stéphane? Ben, je pense que je vais répondre dans une partie de la question aussi qui avait l'air assez large, mais sur tous les agents de changement dans les écoles, le système d'éducation et tout, j'ai 2 points à dire là-dessus. Ben, le système d'éducation, comme vous le savez, est basé sur le développement de compétences qui peuvent être utilisées à un paquet de choses. Mais on ne prend pas le temps à l'école, en tout cas peu, moins, ça dépend des projets écoles, d'orienter ou de donner du sens à ces compétences. Alors, si on prend les compétences pour en faire des ouvriers, des travailleurs, c'est une chose. On en fait des compétences pour en faire des citoyens, c'en est une autre. Mais c'est ce choix-là, on dirait que la discussion avec le jeune est souvent pas souvent posée, pas souvent amenée. C'est inconfortable parce que là, je vais aller de mon côté. Nous, on a un programme qui s'appelle le programme d'éducation civique. L'idée, c'est de venir soutenir les professeurs dans les écoles dans l'aspect d'éducation à la citoyenneté, parce que c'est amalgamé, c'est un cours amalgamé à plusieurs volets. Et ben, on se fait dire que ce volet-là n'est pas trop évalué par le ministère de l'Éducation. Alors, ben, on va se concentrer sur ce qui est évalué, c'est-à-dire l'aspect éthique. C'est pas mauvais, c'est bien ça. Mais quand on arrive pour un enseignant d'essayer de se doter d'outils pédagogiques qui existent peu ou pas, dans le domaine, ben, ils sont un peu dépourvus, donc ils laissent un peu de côté cet aspect-là. Donc, on essaie, nous, d'amener un peu cet aspect d'éducation à la citoyenneté. C'est vraiment le minimum de la base, de comprendre c'est quoi le système. Parlement, des députés, on va voter. Hein? Bon, c'est l'archibase, là. Alors, mais même ce niveau-là a de la misère à rentrer à l'école. Le secrétaire de la jeunesse confie à l'Institut du Nouveau Monde des fonds pour aller faire ça dans les écoles parce que c'est pas assez fait. Une belle démonstration des difficultés. Là. Puis nous, on couvre juste une partie du Québec. Alors, si on veut un changement systémique par rapport à ça, il va falloir qu'il y ait des changements. Il va falloir que les sociologues se parlent entre eux dans les facultés, comme disait Stéphanie tantôt, là, pour que du côté du sens donné à l'éducation, qu'il y ait des contextes pédagogiques qui tournent vers la société, qu'on débatte des enjeux. C'est toujours difficile dans une classe de débattre des enjeux, puis on parle le concours de la classe. Mais bon, c'est un peu le défi. Mais c'est ça. Donc, c'est un peu, il faut tourner vers ça. Il y a certains fondamentaux là, qu'il faudra travailler
M. Fontaine parlait des fondamentaux par rapport à notre société. Bien, il y a des choses à revoir là-dessus, mais on fait notre possible pour l'instant et on essaie de sensibiliser à notre niveau, je dirais, en termes d'organisme. Nous avons le temps pour une autre question. Geneviève Gaël Banas. Oui, bonjour. Je vous remercie premièrement là, pour ces présentations-là. Moi, en fait, que je suis ravie là, qu'on puisse discuter là, d'un espace pour favoriser la recherche collaborative puis l'approche partenariale. Hein, on le sent là, qu'on travaille tous dans ce sens-là pour cette transformation sociale-là, mais que toute notre édition de compte, notre SEAR, finalement, quand on est un organisme de coopération internationale, est lié à un financement de bailleurs de fonds, donc lié à une durée. Et lorsqu'on veut documenter cette transformation sociale-là, elle doit quand même être campée dans une période de temps qui est de moyen à long terme. Donc, que l'on mette cet enjeu-là sur le tapis lors de ce symposium-là, moi, ça me réjouit parce que plus il y aura de recherches qui documentent les impacts positifs des programmes en éducation de citoyenneté mondiale, qu'elles soient formelles ou informelles, mais davantage informelles, plus il y aura de plaidoyers basés sur des données probantes qu'on pourra soumettre à nos bailleurs de fonds pour qu'ils changent en fait leur posture puis qu'ils augmentent peut-être leur budget pour que nous puissions mieux documenter notre impact à travers nos différentes programmations. Donc, souvent, en fait, en discutant avec des collègues, là, on a souvent peu d'indicateurs ciblés là, pour bien évaluer l'impact de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Hein. Souvent, ça tombe autour des indicateurs quantitatifs, qualitatifs. Puis j'aurais aimé vous entendre, en fait, les différents panélistes, à savoir, selon vous, là, quels seraient pas nécessairement les bonnes pratiques, mais les meilleurs indicateurs pour bien évaluer là, nos programmes, notamment là, dans cette transformation sociale. Là. Alors, il nous reste encore, je vais juste voir des messages. Il y a quelques commentaires. Il y avait un commentaire justement sur que les fameux indicateurs des bailleurs de fonds, qu'on aurait besoin d'éducateurs en éducation plutôt que des gestionnaires et que l'école alternative a souvent plus d'espace pour apprendre la citoyenneté et réfléchir à la posture d'acteur de la société civile, effectivement. Ce que je vais faire, c'est que donc on garde la question de Geneviève Gaël en mémoire, puis je vais vous redonner la parole donc aux 4 panélistes pour le petit mot de la fin. Il nous reste encore 3-4 minutes, fait qu'une petite minute chaque, si ça vous tente. Je vais commencer par Jean-Marc Fontan. Donc, il y a la question de Geneviève Gaël et le petit mot de la fin. Oui, je dirais que le meilleur indicateur que je connaisse, c'est lorsqu'on travaille avec des acteurs, c'est que l'acteur, comment dirais-je, apprenne avant qu'on ait fini la recherche. Et qu'ils partent à se mettre en mouvement, en travail, sans qu'on ait pu compléter le travail qui a été réalisé. Qu'il ait compris exactement, qu'il ait été ressourcé, alimenté. Et des fois, ça peut être qu'on a pensé on a dit quelque chose, mais ça l'a fait comprendre autre chose. Ce n'est pas important. Il se met en mouvement, il se met en action. Et donc, pour moi, c'est le meilleur indicateur. Les autres, là, le nombre de personnes, le ci, le ça, là, c'est un technicisme absurde qui ne donne absolument rien, qui empêtre, qui bureaucratise et qui fait en sorte qu'on se pavane avec de fausses données. Le vrai changement, c'est un changement qui se fait sur le terrain ou dans l'université, dans les écoles, dans les différents milieux. Souvent, quand on parle d'évaluation dans le milieu de la coopération internationale, il y a eu des travaux faits sur l'importance de le travail en profondeur, en largeur, en hauteur, tu sais, qui est différent. J'imagine que ça vient d'autres affaires, mais en tout cas, la notion qu'il y a assez différente, puis tu peux bien le faire, tu peux bien rejoindre 10 000 personnes, mais des fois rejoindre 4 de façon plus profonde à autant, sinon plus, d'impact sur une transformation sociale. Merci. Est-ce que, je ne sais pas qui dans l'ordre, Stéphanie, Josiane, Stéphane, qui a envie d'un petit mot de la fin? Stéphanie, la première, je gâchette d'ouvrir le micro. Oui. Moi, je peux juste dire que mon indicateur,
c'est le fait que la personne avec qui je travaille va être capable d'utiliser, selon sa perspective, les outils que je lui donne. Puis les outils que je lui donne, ce sont souvent des concepts, des mots pour dire des choses qu'elle fait déjà et qu'elle sait déjà, mais ce sont des mots qui ont peut-être plus de puissance, plus convaincants. Ça, c'est mon indicateur de performance personnelle dans mes recherches, mais c'est très difficile d'expliquer ça à un organisme subventionnaire, que ce soit pour les organismes ou que pour les organisations de recherche. Alors, mais moi, en tout cas, quand je vois ça, je me dis, ben OK, j'ai fait mon boulot parce que j'ai aidé cette personne-là dans sa visée de changement. Merci. Stéphane? Je peux me tenter. Je vais y aller avec un indicateur aussi. Le principal indicateur qu'on regarde pour le changement, nous, c'est l'indicateur de récit. Donc, on va chercher les témoignages, on regarde auprès des gens. C'est les gens aussi qui nous reviennent pour dire, puis qui sont capables d'articuler un rationnel comme quoi ça a eu un impact pour eux, puis ça crée un changement dans les programmes. Ça ne rentre pas dans les cases, évidemment, dans les choses. Et c'est aussi, c'est partiel dans le sens où c'est un acte volontaire de faire un lien de cause à effet ou d'expliquer ceci parce que cela, là. C'est peut-être qu'il va surestimer l'impact de ce qu'on a fait parce qu'il y a d'autres choses qui l'ont influencé. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir été à travailler sur des fondamentaux assez profonds qui fait que c'est pas ça qui va l'avoir allumé et c'est d'autres choses qui vont l'allumer. Et quand on discute avec des individus, des jeunes particulièrement, mettre des mots sur les choses, d'expliquer toute la mécanique, on parle à des gens qui sont super engagés, puis on pose la question, tu t'es engagé depuis combien de temps? Non, je ne suis pas engagé, moi. De quoi tu parles? Moi, je règle des problèmes. Il y a un problème, je le règle. Non, les engagés, c'est d'autres mondes. Ça, c'est du monde dans les organismes. Les mots, on s'y perd des fois. Donc, le témoignage puis y aller au fondement de j'ai une préoccupation, je veux changer des choses, je veux réaliser quelque chose. Ça, c'est les récits que aller le chercher. C'était de travailler bien sur ces récits ethnographiques. Je pense que je reprends tes termes, hein? C'est ça, oui. Donc, ça, je trouve que c'est un bon indicateur, mais il faut réussir à faire monter ça. Autant la recherche partenariale peut aider à le faire, autant nous-mêmes, on est capable de faire un bout, mais c'est en collaboration, puis on va être capable de donner une valeur à ce récit-là pour dire que ce n'est pas juste un récit, ce n'est pas juste du marketing. C'est appuyé sur des éléments de recherche qui fait qu'effectivement, quand on dit ça, ça veut aussi dire telle chose, donc il y a un impact. Je ne sais pas si je réponds, j'essaie. Ça fait plusieurs personnes qui parlent aussi des choses que ça prenne des fois plus de temps. Hein? Je pense, Stéphanie, tu disais que les jeunes profs ne commencent pas avec la recherche partenariale parce que c'est plus sur du long terme, mais c'est la même chose des récits. C'est bien plus facile de faire un questionnaire SurveyMonkey sur est-ce que cet atelier-là ou est-ce que cette affaire-là t'a fait faire tac, 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 qu'il y a des récits, demander au monde, les traiter, essayer de les faire valoir. C'est des choses qui ne rentrent pas dans la logique de ultra-performance, efficacité et pression extérieure. Là, Josiane, mot de la fin. Oui, super question. Moi, j'irais, je partage complètement ce que Jean-Marc a dit sur la technocratie, et tout ça. À relais, je dirais, l'indicateur qui va nous montrer qu'on a réussi à faire une transformation, un changement social, c'est est-ce qu'une inégalité à laquelle on s'est attaqué, est-ce qu'on contribue à déconstruire une inégalité? Est-ce qu'on contribue à déconstruire des rapports de pouvoir? Est-ce qu'on contribue à notre visée globale d'égalité hommes-femmes et d'égalité entre les femmes elles-mêmes? Est-ce que notre petite action, est-ce que notre petite intervention, est-ce que notre accompagnement, est-ce que notre liaison va dans le sens de... Tu sais, ça, c'est un peu notre vision, mais évidemment, c'est ça ne se mesure pas en nombre de personnes qui ont assisté à un atelier. Tu sais, c'est beaucoup plus macro que ça, mais je dirais ce qui nous influence, notre moteur, c'est de dire est-ce qu'on est en train de déconstruire des rapports de pouvoir de par notre travail? Puis si oui, ça veut dire qu'on transforme la société puis on s'en va dans le bon sens, à mon avis. Et là, l'indicateur pour mesurer une transformation de rapport de pouvoir peut être multiple et varié, là, mais c'est un peu l'idée générale, je dirais.
Donc, ça va avec ce qui a été dit tantôt aussi, la question de est-ce que dans ces collaborations-là, on contribue à dépatriarcaliser, à décoloniser? Est-ce que le processus même de ce que l'on fait est en train, comme on dit souvent, le processus est aussi important, sinon plus que les résultats. Donc, est-ce que ce processus-là a ajouté un petit grain de sel dans l'engrenage? Est-ce qu'on contribue nous-mêmes à être vecteurs, à reproduire des inégalités malgré nous, ou bien on a conscience de nos angles morts puis on essaie de déconstruire ces inégalités-là? C'est un peu la question qu'on essaie toujours de se poser. Et merci. Il y a aussi dans le chat que ça prend aussi quelques chiffres, mais que c'est pas ce qui est porteur de sens et d'impact. Et c'est un mariage sain entre le Canti, le Casi, je pense que c'est Cali, avec une analyse stratégique des données, informations à faire remonter. Oui, effectivement, c'était Cali. Écoutez, l'heure de la fin est déjà arrivée. J'ai quelques annonces. Vous voyez dans le clavardage qu'on a mis des liens vers une évaluation, vers les 2 frammapades que je parlais, donc qui sont des babillards. Donc, si vous avez des réflexions, des ressources que vous avez envie de partager avec d'autres personnes de cet atelier-là ou les autres centaines des autres ateliers durant le symposium, allez sur le premier. Et si vous avez des idées de projets qui mériteraient que vous cherchiez des partenaires ou des réflexions ou des activités, le deuxième frammapad, c'est vraiment sur les actions et suivi suite au symposium sur les enjeux en lien avec la démocratie, l'éducation transformatoire et la souveraineté mondiale. Et aussi, il y a un happy hour ce soir s'il y en a qui veulent prendre un verre virtuel à 3h30, il y a le lien là-dedans. Je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à 14h, si vous n'êtes pas déjà inscrit, à un deuxième atelier organisé par Stéphanie et moi aussi, qui est, c'est pas la suite d'eux, mais c'est clair que c'est la complémentarité d'eux, l'atelier ce matin, qui est comment donc collaborer entre la société civile et le milieu académique. Et il y a déjà Eve-Marie Lampron qui est panéliste là-dedans et Isabelle, je ne sais pas si c'est encore là, mais qui était là tantôt. Isabelle Eck. Et d'autres personnes donc, qui vont donner des exemples de projets de recherche partenariale. Donc, je vous invite ça. Et si ça vous tente aussi, demain, toute la journée du symposium est vraiment portée sur quel type d'action et de suivi on peut faire, quel type de projet là, dans la suite de ce symposium. Donc, sur ce, désolé du 2 minutes de retard. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, merci aux panélistes et merci vraiment aux personnes participantes et des personnes qui ont merci assisté pour par Facebook, etc.